On se pose volontiers la question de savoir quels sont les risques associés à la mondialisation. Il me semble que, avant de répondre à cette question, il faut préciser ce que l'on entend par là. C'est-à-dire que dans la mondialisation telle qu'on l'observe, il y a des facteurs qui procèdent de choix politiques ou institutionnels, les choix qu'on a fait par exemple en libéralisant les mouvements internationaux de capitaux, en organisant de façon institutionnalisée les flux de commerce international, en baissant la protection aux frontières. Ça, ce sont des choix politiques en effet. Il y en a d'autres qui sont le résultat d'évolutions technologiques. L'invention de l'Internet, les progrès des technologies de l'information et de la communication, la baisse des coûts du transport maritime et aérien. Or, ces progrès technologiques, ces progrès techniques, ils ne vont pas refluer. Donc je pense qu'il n'est pas, en termes des choix qui s'offrent à nous, ce n'est pas une option de dire on va oublier tout ce qu'on sait sur les possibilités de communication à distance et on va revenir au télégraphe. Bon. Les questions se posent plutôt en termes d'institutions. Voilà. Là-dessus, les années récentes ont été riches d'enseignements. Par exemple, sur le fait qu'une évolution financière débridée et pas suffisamment régulée peut être porteuse de risques très importants. On l'a vu avec la crise asiatique de 1998, on l'a vu avec la crise économique et financière de 2008-2009. Donc, aujourd'hui, on est plus sensible à la nécessité de réguler et d'encadrer les relations financières internationales. On a aussi, finalement, des enseignements riches sur les avantages et inconvénients de l'ouverture commerciale, en particulier avec l'émergence de la Chine, qui a été un choc concurrentiel de grande ampleur pour beaucoup de pays riches. Et ce que les études tentent à montrer, c'est que, d'une façon générale, ça a plutôt à apporter un surcroît de richesse agrégée, mais ça a aussi causé des chocs très importants et qui ont été des chocs négatifs et parfois violents pour des secteurs entiers et donc pour beaucoup de gens. Ce qui a créé des perdants, et évidemment des gens qui travaillaient dans un secteur qui a décliné, notamment à cause de la concurrence chinoise. Alors le textile, l'habillement en Europe, par exemple, il n'avait pas attendu la concurrence de la Chine pour décliner très fortement. Mais on peut penser aussi à beaucoup d'autres secteurs, qu'il s'agisse de la sidérurgie aujourd'hui, de beaucoup de secteurs d'électroménager, par exemple, voilà, de beaucoup de secteurs industriels. Donc, on voit un peu mieux aujourd'hui, disons, le fait que cette concurrence internationale peut créer des chocs qui, au niveau sectoriel, au niveau régional aussi, la dimension territoriale est très importante, peuvent être ressentis durement. Et donc, il faut vraiment se poser la question d'accompagner au mieux et de protéger quand c'est nécessaire. Je crois qu'on en prend mieux conscience aujourd'hui. Ensuite, l'autre défi majeur pour nous tous aujourd'hui, c'est celui du changement climatique. Là-dessus, je pense qu'il faut plutôt, disons, une démondialisation éventuelle, si on entend par là le fait de se protéger le plus possible, ne serait pas nécessairement une bonne chose, une bonne nouvelle et une bonne solution. Un exemple parmi d'autres, c'est celui de l'Iran, qui est un pays qui est très fermé pour des raisons politiques, sur lesquelles je ne veux pas m'étendre. Quel est le résultat? C'est que les voitures en Iran sont extrêmement polluantes parce qu'elles ne bénéficient pas des technologies les plus avancées. Et donc, ça n'empêche pas les Iraniens de s'équiper en voiture à un rythme très rapide. Il y a énormément de voitures dans Téhéran, par exemple, et dans l'Iran d'une façon générale. Simplement, elles sont très polluantes, si bien qu'aujourd'hui, Téhéran est une des villes les plus polluées au monde. Donc, ça n'est pas en fermant les frontières qu'on va arrêter la pollution. Ça, c'est pas vrai. Ensuite, est-ce qu'il faut développer à tout craint le commerce international? Du coup, on est obligé de se poser des questions de manière un peu plus nuancée, c'est-à-dire on peut y gagner dans certains cas parce qu'on va améliorer plus facilement les technologies, où on va avoir accès aux meilleures technologies en termes de lutte contre la pollution, et en même temps, on peut aussi, par le développement du commerce international lui-même, créer des émissions
plus importante. Hein. Donc il y a un arbitrage à trouver. Ce qui est sûr, je crois, et qui doit être un fondement dans cette réflexion, c'est que c'est un problème qui se pose en commun pour tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'on ne résoudra pas ce problème, nous Français, en réduisant nos émissions, si les autres pays, si l'Inde, par exemple, double les siennes. Parce que ce qui compte, c'est les émissions au niveau mondial. Et je crois que c'est une raison majeure, primordiale, pour privilégier la coopération internationale dans ce domaine. Dans ce qui est d'ailleurs ce que la France a promu avec l'accord de Paris, mais tout le monde sait que c'est loin d'être la solution à nos problèmes et que ce défi, qui est un défi existentiel, il reste devant nous.